l'ennemi infiltré est la colonne la plus dangereuse. Je pense qu'à l'étape où nous sommes, le Burkina Faso est en train de passer aussi par cette étape. Et je vais encore me référer à une des communications du chef de l'État, où il a dit, lors donc des montées donc des couleurs, là, il avait évoqué ça, que ce n'est même plus au niveau donc des populations civiles, même au sein de l'armée, et il y avait des complicités, des gens qui passent des informations, qui passent donc des positions stratégiques pour permettre donc à l'ennemi de nous donc assaillir, en tout cas de nous torpiller. Pour moi, Barça-Logo est une bataille ratée et non pas une bataille perdue. Pourquoi je le dis? C'est une bataille ratée parce que j'estime qu'on aurait dû éviter ce qui est arrivé ou qu'on aurait pu éviter ce qui est arrivé. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont venus nous attaquer sont plus forts que nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus déterminés que nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus armés que nous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé et l'effet de surprise a été un grand avantage pour eux. Moi, je voudrais présenter toutes mes condoléances aux populations burkinabées et rappeler surtout les patriotes, ceux qui sont engagés aux côtés du chef de l'État pour faire la guerre, que c'est cela aussi, la guerre. Ça ne doit pas nous amener à douter de nous-mêmes. Parce que, comme Dr Ouedraogo a dit, c'est quoi la volonté de l'ennemi? C'est de nous faire douter de nous-mêmes. Alors qu'en période de guerre, une fois que vous doutez de vous-même, l'ennemi a pris le dessus. Moi, dans une de mes œuvres, je ne me rappelle pas, je crois que c'est le Triomphe de l'amour, j'ai dit ceci: on ne parle pas en guerre les larmes aux yeux. C'est pour dire qu'en période de guerre, on doit surtout éviter les lamentations, même devant les morts. C'est triste, c'est difficile, mais il faut avoir le courage de tenir. Il faut avoir le moral haut. Et encore que la guerre, pratiquement toutes les grandes nations ont vécu des périodes de guerre. Je ne suis pas historien, monsieur le docteur Ouedraogo est ici, mais quand vous rentrez dans les grandes nations, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Japon, les grandes nations ont connu des moments de guerre. Mais ça a été un passage plus ou moins obligé pour permettre à ces nations-là d'avoir ce qu'on appelle une conscience collective. Aujourd'hui, nous sommes sous l'effet de l'émoi, nous sommes attristés. C'est très douloureux ce qui s'est passé à Barça-Logo, mais ça doit susciter en nous une conscience collective, une conscience nationale, pour nous dire que nous avons l'obligation et le devoir de nous battre. De nous battre pour vivre, de nous battre pour nos enfants et nos petits-enfants. Moi, de nature, je ne suis pas un homme optimiste. Et même dans les moments les plus douloureux, les plus difficiles, je refuse une chose: le découragement et le désespoir. Dr Ouedraogo a dit une chose qui m'a marqué. Depuis hier, j'ai constaté que nos ennemis sont en train de chauffer sur ce qui s'est passé à Barça-Logo, comme s'ils n'attendaient que cela. Il n'y a jamais une loi qui a dit qu'en dans une période de guerre, on ne perd pas de soldats. Dans tous les cas, on perd des soldats. Ce qui est arrivé semble être ce que moi je pourrais appeler la loi de la guerre. Qu'est-ce que j'appelle la loi de la guerre? C'est de perdre des combattants, dans tous les deux cas. Nous avons massacré ces derniers moments plusieurs terroristes que nous avons neutralisés. Les gens ont vu. Les ennemis ne veulent pas en parler. Et pourtant, nous les avons massacrés. Aujourd'hui, hier, c'est dans notre camp que nous avons perdu des Burkinabés. Des hommes qui sont sortis pour défendre les communautés, pour faire quelque chose pour se protéger, et malheureusement, c'est arrivé. Moi, je pense que ça doit susciter en nous encore une forte mobilisation, une détermination sans pareil. Ça doit nous dire que nous devons tout faire pour venger ceux et celles qui ont été lâchement et froidement abattus. Et parmi ces victimes, des populations civiles, des vieillards, des enfants, des femmes, sur qui on a tiré sans distinction. Oui, sans distinction. Et c'est ça aussi qui prouve la lâcheté des terroristes. J'ai écouté une vidéo, je crois que c'est avant-hier, où quelqu'un disait que ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est même pas une guerre. Parce que dans une guerre classique, vous connaissez vos ennemis. Et on ne tire pas au hasard. Ici, on a des groupes terroristes, lâches et barbares, qui viennent, qui trouvent des populations qui sont en train de faire un travail communautaire et qui ouvrent le feu sur toutes ces populations-là. C'est lâche,
c'est inhumain. Et c'est ce que j'ai dit ce matin dans une publication, c'est la preuve que nous ne pouvons pas négocier avec ces gens-là. Tous ceux qui disent de négocier sont sur la mauvaise foi. Et moi, je suis fondamentalement et idéologiquement attaché à la volonté du président. Ce qui nous reste, c'est de nous révolter, c'est de déterminer à tous les niveaux pour dire que nous pouvons vaincre. Parce qu'on ne peut pas négocier avec des hommes et des femmes qui n'ont pas le sens de l'humain, qui n'ont pas le sens de la protection de la vie sociale et qui n'ont qu'un rêve, tuer le maximum de personnes pour décourager une population. Moi, je présente encore une fois de plus mes tristes condoléances à toute la population burkinabé. Nous sommes émus, c'est douloureux, mais moi je pense que ça doit nous pousser encore à nous battre, à être déterminés, à rester debout, parce que nous pouvons encore sauver cette nation, et moi j'en suis convaincu. D'accord. Alors parlant donc de ces complicités, de ces messages sur Internet, comme vous le disiez tantôt, on a vu justement des publications sur le nombre de victimes, alors que jusqu'à présent, Siaka Coulibaly, il n'y a pas de bilan officiel de la part des autorités. Oui, c'est un élément important de la guerre dans laquelle nous sommes plongés. Cette dimension communicationnelle qui consiste donc à utiliser les éléments d'actualité pour les orienter politiquement, voire idéologiquement. Et ce n'est pas étonnant du tout que ce soit exploité dans ce sens-là. Ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que les autorités en son temps vont communiquer sur l'événement, et c'est là où nous saurons exactement combien de morts il y a eu. Pour l'instant, effectivement, on voit passer des informations, mais moi, ce que je constate, c'est que ça vient d'un seul sens, et toujours le sens opposé, celui qui tire plaisir à voir les Burkinabés tomber. Mais je regarde ça seulement du coin de l'œil, parce que connaissant les procédures, pour pouvoir établir le nombre de morts, il faut d'abord retrouver toutes les victimes, ce qui n'est pas du tout évident. Et il faut que le procureur prenne un acte établissant que ces personnes-là ont été effectivement assassinées pendant cet événement-là. Et ça, ce n'est pas du tout simple à réaliser. C'est pourquoi ça prendrait un certain temps. Mais tout de suite, au niveau communicationnel, il faut le dire, nous ne connaissons pas encore le nombre de morts. Donc tout ce que vous allez voir dans les réseaux sociaux, c'est juste de la guerre de communication et surtout de la part des complices des terroristes. Parce que tant que les autorités n'ont pas donné un chiffre, comment ces gens peuvent-ils connaître le nombre de morts? Sans être sur le terrain. Est-ce qu'ils ont été sur le terrain? Est-ce qu'ils ont dénombré chaque personne couchée sur le sol pour pouvoir établir un bilan permettant de donner... Non. Donc il faut rassurer les populations. Ça peut ne pas atteindre le nombre les nombres qui circulent dans les médias sociaux. Certainement que ce serait important parce qu'on l'imagine un peu, mais moi je suis certain que ça n'atteindrait pas du tout ce que nous sommes en train de voir circuler. Et là-dessus, il faut que la communication soit ferme pour dire qu'il n'y a pas du tout de bilan pour le moment. Le bilan ne sera qu'officiel. Et puisque à partir du bilan, il y a des suites. Il y a des suites de la part de l'État pour rencontrer les familles des victimes, trouver peut-être tout ce que la loi a prévu comme soutien à ces familles. Donc, ce n'est pas simplement juste un dénombrement comme ça physique qui est réalisé. Il y a beaucoup de paramètres liés au nombre de ces victimes-là. Donc, étant un État responsable, l'État prendra ses responsabilités. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas lancer des chiffres au hasard. Il faut bien établir les responsabilités, enfin, les réalités, avant qu'on ne puisse avoir un nombre réel des victimes de cette attaque-là. Oui, venons-en maintenant peut-être aux complicités. Alors, M. Nadambega en avait déjà parlé sur cette attaque
comment est-ce que vous pouvez donc analyser ces complicités, donc certaines peut-être qui ont pu concourir donc à la commission de cette attaque? C'est pas du tout une nouveauté, hein, la notion de complicité dans cette affaire. Puisque dès le début, si vous vous rappelez bien, le terrorisme a été qualifié de guerre asymétrique. Et cela couvre tout le concept, en ce sens que il ne s'agit pas de combattants identifiés, formellement identifiés, hein, qui se positionnent comme des troupes régulières, de la façon dont sont nos armées, nos FDS, mais c'est plutôt des combattants qui se fondent soit dans la nature, lorsqu'ils avaient la possibilité d'établir des camps, soit même dans la population. Et quand on regarde le fait que de moins en moins on ne puisse voir circuler, comme il y a de cela quelques années, autour de 2017, 2018, 2019, où on signalait des groupes de 40 binômes en moto, stationnés à un endroit, qui allaient se déplacer à un autre endroit, et puis effectivement il y avait des attaques. Vous ne voyez plus ça aujourd'hui. Parce que l'armée a réussi, non seulement à démanteler la plupart des camps, mais à empêcher les grands déplacements. Cela signifie automatiquement, quand vous allez au fond des réflexions, que l'ennemi se trouve à l'intérieur des populations. Et c'est là où cette dimension du conflit devait être plus prise en compte par ceux qui organisent la riposte et déployer plus de moyens, effectivement, pour l'identification de tous les incidents qui se déroulent dans les villages, dans les villes, et qui ne sont pas normaux du tout. Et c'est une autre forme de la guerre qui fait qu'il faut mettre en avant peut-être d'autres formes de combattants. Et maintenant, on a peut-être un quadrillage du territoire avec les bataillons d'intervention rapide qui empêchent les grands déplacements. Il faut peut-être maintenant mettre en avant d'autres forces qui vont intégrer les localités. Même cette notion, cette idée de la zone d'intérêt militaire qui avait été émise, qui avait été battue en brèche, mais qui semble ne pas être aussi idiote que ça, c'est de délimiter des zones où on dira personne ne circule à ce niveau-là. Et tous ceux qui seront aperçus à ce niveau sont considérés comme des combattants. À ce moment, on aura le loisir de regrouper en des endroits. Je parle des zones qui sont vraiment touchées, comme le centre-nord, peut-être encore l'est, où on regroupe les populations à certains endroits bien précis, où on peut mieux organiser leur défense. Et laissant le choix maintenant aux militaires et aux FDS de quadriller les zones et puis éventuellement repérer les troupes. On vous a bien compris. Alors, docteur Ouedraogo, sur les complicités qui peuvent arriver donc, dans ce type de situation. Ok, les complicités sont évidentes. Elles sont évidentes parce que l'ennemi, depuis l'extérieur ou depuis les zones qu'il occupe là, ne peuvent pas perpétrer des opérations sans avoir des relais. Et moi, je commence même par citer ces relais qui passent le temps donc sur les réseaux sociaux à partager les informations. Moi-même, je les considère comme étant les complices numéro 1 et les plus dangereux parce que c'est eux qui jouent ou du moins qui assurent la communication de ces groupes terroristes. Et si vous remarquez, c'est à peine moins d'une heure après l'attaque que les gens ont commencé à relayer l'information. Publication. Oui, les réseaux sociaux. Moins d'une heure. Et en plus de cela, avec même des chiffres à l'appui. Un des terroristes, une des pages que j'ai qualifié de page terroriste a dit que braquer les radars sur Barsalou. Pendant même que l'opération n'avait pas une heure qu'elle a débuté. Quand c'est comme ça, c'est sûr que ces gens ont des informations précises et que ces gens sont chargés de communiquer.
Et ces gens ont l'information on ne voit pas de publication de la part de ces personnes. Ce sont des terroristes qui sont tués. Oui. C'est ça aussi la grande interrogation. Tout de suite, M. Sigiri parlait donc des massacres de terroristes que nos FDS ont opérés ces dernières semaines. On n'a pas vu une seule page de ces relais-là parler même de ces massacres, à plus forte raison même donner une estimation chiffrée sur le nombre ou en tout cas la quantité de terroristes que nous avons abattus. Ça passe inaperçu. Et quand ce sont nos hommes, les populations civiles ou militaires qui tombent, alors on sent une certaine joie, une certaine précipitation pour relayer l'information. Et ces gens qui sont soit en France, soit aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire, comment ont-ils l'information sur le terrain? Soit ils sont en connexion directe avec des terroristes, soit il y a des populations civiles ou militaires qui en tout cas sont sur place et leur permettent d'avoir des informations et de les amplifier à leur gré et maintenant de les partager. Donc à mon sens, les complicités sont évidentes. Et dans toute guerre aussi, on le sait, la 5e colonne, l'ennemi infiltré, est la colonne la plus dangereuse. Je pense qu'à l'étape où nous sommes, le Burkina Faso est en train de passer aussi par cette étape. Et je vais encore me référer à une des communications du chef de l'État, où il a dit, lors donc des montées donc des couleurs, là, il avait évoqué ça, que ce n'est même plus au niveau donc des populations civiles, même au sein de l'armée, il y avait des complicités, des gens qui passent des informations, qui passent donc des positions stratégiques pour permettre donc à l'ennemi de nous donc assaillir, en tout cas de nous torpiller. Pour moi, il faudra, je pense que peut-être, je ne sais pas si j'anticipe sur l'émission, mais je pense que ces complicités-là, il faut les traiter de façon les plus sévères et les plus exemplaires. Si ces gens sont au Burkina Faso et que ces gens sont saisis, que l'on trouve les voies et moyens, les mécanismes pour les punir à la hauteur de leur forfait. Je ne suis pas en train de prôner une justice expéditive, mais en matière de guerre, il faut aussi des actes qui servent de pédagogie, qui servent de leçon aux autres. Ceux aujourd'hui même qui nous exhibent les droits de l'homme, quand on regarde dans leur histoire, ils n'ont jamais toléré la trahison, la traîtrise ou encore les complicités. Voilà pourquoi on a parlé de guillotine dans l'histoire de la France jusqu'à récemment 1977 et autres. Voilà pourquoi après la Seconde Guerre mondiale, on a parlé de procès de Nuremberg. C'était pour que ça serve de leçon. Nous aussi, on ne peut pas se départir de cela. Nous sommes humains. Mais pour des cas de complicité, par exemple, pour cette attaque de Barsalgo, si des complicités sont, à mon sens, retrouvées, saisies, ou en tout cas appréhendées, qu'on les traite de façon à ce que ça dissuade d'autres personnes qui seraient tentées, parce que c'est autant de vies humaines, c'est autant donc de blessés que nous avons enregistrés. Donc il faut que cela serve de leçon pour que les gens comprennent. Et en parlant de cela, moi je pense aujourd'hui dans notre loi, il n'y a pas donc la peine de mort. Il n'y a pas la peine de mort, mais moi en tout cas je milite pour le rétablissement de cette peine de mort. Pas parce que je suis, comme je l'ai déjà dit, pour qu'on banalise la vie humaine, mais parce que on ne peut pas préserver une vie humaine qui met en danger des milliers de vies humaines. Même aux États-Unis, reconnus comme étant donc l'une des meilleures démocraties, la peine de mort existe toujours. Et en contexte de guerre, on dit souvent aussi, il faut s'inspirer donc de la réalité, de ce que nous vivons pour légiférer. Et dans le contexte actuel, je crois que même si on va constituer le peuple burkinabé, la plupart des gens seront favorables pour qu'on rétablisse la peine de mort. Et je vais finir là où j'ai commencé, ces complicités. Donc, ces relais de terroristes-là, moi je pense qu'il faut activer aussi des leviers pour demander qu'on les extrade. Même si ça ne sera pas fait, que vous soyez en France ou vous soyez en Côte d'Ivoire ou vous soyez aux États-Unis ou vous êtes des Burkinabés, vous allez tourner le dos à votre pays. Même si les politiques qui sont déballés ne rencontrent pas votre assentiment, quand même, c'est une question nationale. C'est une question de patrie. Ce qui se passe actuellement, à mon sens, est intolérable. Et il faut trouver des leviers pour demander que ces gens-là soient extradés. Peut-être que ces pays-là vont nous accompagner. S'ils ne nous accompagnent pas dans ce sens-là aussi,
on comprendra leur jeu et nous pourrons prendre position. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.